Merci à tous déjà d'être venus pour cette conférence. Merci à ceux aussi qui sont sur la visio. J'aimerais aussi remercier Morgane Maya de faire l'honneur de sa présence aujourd'hui. Donc moi je me présente, je m'appelle Mathias, je suis le président actuel de IPSA F1. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'association, on a donc pour projet de développer un simulateur dynamique donc sur V1 et dans une maquette d'une vraie Formule 1. Donc tout ça donc réparti sur des années. Notre but aussi est de développer un petit peu le côté justement du sport automobile sur un campus aéronautique. On sait très bien que l'IPSA est visé pour l'aéronautique et le spatial. Nous, on aimerait aussi faire un petit peu la jonction avec le sport automobile parce que je pense que, comme nous le dira Morgane Maya, il y a pas mal de liens. Donc voilà, merci à tous. Je vais laisser maintenant donc, Morgane Maya nous présenter IPSA. Alpine F1 Team. Et voilà. Merci à tous. Merci. Donc, bonjour. Donc, pour me présenter, donc, je suis Morgane. Je m'occupe des partenariats techniques donc, chez Alpine F1 Team depuis maintenant un petit peu plus de 2 ans et demi. Donc, j'ai rejoint le team en Angleterre. Donc, on est basé à Edstone. Et le but, c'est de vous expliquer un petit peu en fait, ce qu'est la Formule 1, parce qu'on voit beaucoup ce qui se passe à la télé, mais on ne voit pas ce qui se passe entre les courses, entre les différentes qualifications, et surtout à l'usine. Et c'est là qu'il y a le plus de personnes. Le but, c'est aussi de vous expliquer les différents métiers qu'il y a en Formule 1, parce que c'est vraiment une usine qui est assez incroyable. Il y a tous les corps de métier, que ce soit de l'ingénierie, du légal, de la comptabilité, vraiment tout ce qu'on peut imaginer. Donc l'objectif, c'est vraiment de vous expliquer tout ça. Et à la fin, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne connais pas, on va dire, tout ce qui se passe dans l'usine, mais je peux vous donner aussi quelques pistes. Et la dernière partie, c'est vraiment d'expliquer quels sont les process de recrutement en Formule 1, comment ça fonctionne, quelles sont les différentes opportunités, comment y rentrer, même s'il n'y a pas de recette magique, c'est ce que je disais à Mathias, mais au moins de vous donner quelques détails et de vous donner quelques indications. Donc, pour faire un petit peu de publicité, donc Alpine, déjà pour remettre dans le contexte, donc c'est une marque française qui a démarré à Dieppe, donc en Normandie, d'où l'histoire avec les 2 pilotes français également qui viennent de Normandie. Donc c'est la première fois dans l'histoire, en fait, on a une écurie et 2 pilotes qui viennent du même endroit. Donc on est très franco-français cette année et on espère que ça va bien se passer pour nous, un petit peu mieux que pendant les 3 premières courses. Donc ça a commencé en 1954. Ensuite, c'était très connu pour le rallye, pour l'endurance. Et en 2021, lorsque Luca De Meo, donc le CEO de Renault, a décidé de relancer la marque Alpine, il a décidé de rebrander en fait, le team de F1 Alpine, le team F1 qui était Renault avant en Alpine, pour un petit peu promouvoir justement Alpine, le passé sportif de la marque et justement pour montrer qu'Alpine est vraiment la marque innovative et en rapportant beaucoup aussi de technologie dans le groupe. Donc c'est vraiment purement marketing, mais également aussi pour l'image globale du groupe Renault. Donc Alpine aujourd'hui est présent donc, en Formule 1, mais également en Formule 1 régionale, qui est anciennement la Formule Renault, en endurance et en GT4. Donc en fait, c'est un écosystème sportif assez intéressant, parce que s'il n'y a pas, par exemple, de place en Formule 1, il est toujours possible de rejoindre l'équipe d'endurance qui est complètement séparée. En fait, on vend entre guillemets le nom Alpine à une équipe qui s'appelle Signatech, qui est basée à Bourges, et là aussi qui fait du développement du coup ingénierie, qui fait du développement sur les courses, qui recherche aussi des mécaniciens. Donc Signatech peut être aussi une bonne piste. Le GT4 qui comprend aussi ce qu'on appelle l'Alpine Cup, donc avec des voitures de série qui sont complètement remodifiées. Donc, par exemple, j'ai fait mon premier stage en Alpine Cup et Renault Cup, donc ça fait aussi une très bonne porte d'entrée. Et l'e-sport, donc l'e-sport qui revient aussi à la mode, et là qui sont basés à Orléans, si je ne dis pas de bêtises. Donc aussi, ils cherchent pas mal de personnes en programmation, des coachs, des choses comme ça. Donc, la F1, c'est quelque chose qui est le plus connu, qui se voit le plus, mais il y a aussi plein de choses qui sont, on va dire, des activités satellites chez Alpine. Donc on parle de la Formule 1. Donc la Formule 1, c'est un des sports les plus vus au monde. C'est 1,5 milliard de personnes qui regardent une course de F1 par an. Donc 1 million de personnes qui regardent donc au moins une course par an.
Donc on est bien loin devant les autres sports mécaniques comme la Formule 1 MotoGP. Et pour vous donner une idée, en fait, tous les ans, la Formule 1 fait le même chiffre d'affaires et la même audience que pendant la Coupe du Monde de foot, qui est tous les 4 ans. Donc aujourd'hui, grâce à Netflix, grâce à aussi le développement de Liberty Media, donc les Américains qui ont investi dans la F1, ça devient de plus en plus, on va dire, connu et reconnu, et d'où ce qu'on disait avec Mathias, qui a commencé à regarder la F1 seulement il y a 2 ans grâce à Netflix et Liberty Media. Donc c'est 23 courses pendant 10 mois, donc des saisons assez intenses qui commencent bien avant les courses, donc avec les tests qui étaient à Bahreïn cette année début février et qui se finissent avec la dernière course à Abu Dhabi fin novembre. Et là, c'est vraiment un calendrier assez complexe. En allant, par exemple, en Australie la semaine dernière, on part à Bakou dans quelques semaines, et puis la semaine d'après, on est à Miami. Donc en fait, on fait le tour du monde une fois par mois. Donc c'est un rythme assez soutenu, mais c'est également très intéressant parce que c'est possible de voir beaucoup de cultures, beaucoup de marchés, de voir aussi les différences entre tous les pays et de s'ouvrir au monde. C'est super intéressant. Et aujourd'hui, le motif principal de la F1, c'est de devenir, on va dire, plus vert, plus sustainable, comme on dit, et de mettre un impact positif sur les nouvelles technologies. Donc, par exemple, on est en train de développer aujourd'hui avec nos partenaires chez Alpine, donc BP et Castrol, un lubrifiant et une essence 100% sustainable, donc en français qui est verte. C'est-à-dire qu'on va essayer de mettre des matériaux non fossiles dans l'essence et avec une performance qui va être égale à celle qu'on a aujourd'hui. Donc ça paraît simple comme ça, mais c'est entre 5 et 6 ans de développement, c'est à peu près entre 70 et 90 millions aussi de développement. Et l'objectif, c'est tout simplement qu'en environ 2030, on soit capable d'utiliser en fait ces carburants dans les voitures de tous les jours. Donc encore une fois, la Formule 1, c'est pas seulement un sport, c'est aussi un développement sur les prochaines technologies, sur le futur. Et à partir de 2031, normalement, toutes les Formule 1 vont passer à l'hydrogène, donc vont rouler à l'hydrogène. Et l'hydrogène aussi, ça a l'air facile, mais aujourd'hui, en fait, ça doit être très froid, et de mettre un moteur qui roule à 800 degrés avec l'hydrogène qui peut être maintenu à moins 253 degrés, ça n'a pas encore été fait, et ça va être le prochain gros chantier, on va dire, de la Formule 1. Et là aussi, il y aura besoin du coup de beaucoup de personnes et beaucoup de nouvelles idées pour réussir à ça. Ce qui va vous intéresser, c'est donc la carrière en F1, comment ça peut fonctionner, quels sont les différents métiers possibles. Donc nous, pour ce qui nous concerne, donc chez Alpine, donc on a deux entités, 2 usines. Une première qui est à Enstone, donc en plein milieu de la campagne anglaise, à l'ouest d'Oxford. Là-bas, c'est environ 900 personnes. On va développer toute la voiture, faire fabriquer le châssis, la boîte de vitesse. Et du coup, l'autre côté, donc, qui est au sud de Paris, parce que d'ici, il y a Viry-Châtillon, où là, on va faire donc, tout le développement du moteur, les batteries pour la Formule I avec Nissan, mais également tout ce qui est Customer Racing. Donc ça, c'est la Alpine Cup et la Renault Cup vont être fabriquées à Viry. Et à Viry, c'est environ 400 employés, ce qui nous fait un total de 1300 personnes qui travaillent chez Alpine Racing aujourd'hui. Et encore une fois, ce nombre augmente. On a ce qu'on appelle un cost cap en Formule 1, donc on ne peut pas dépasser en fait 190 millions de masse salariale et de développement par an. Donc 190 millions, ça paraît énorme, mais c'est pas tant que ça en Formule 1. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on essaye de travailler, on va dire, intelligemment, et de ne pas embaucher 2000 personnes, mais d'embaucher des personnes qualifiées qui vont savoir justement apporter quelque chose à l'équipe. Donc, quel est en fait le développement d'une voiture de F1? Donc ça, en fait, ce cycle-là, on va le reproduire entre 1000 et 1500 fois par saison, sachant qu'on produit plus de 90% des pièces qu'on voit dans une Formule 1, donc c'est entre 14 000 et 16 000 pièces sans moteur. Si on rajoute le moteur, c'est plus de 75 000 pièces. Et 90% vont être développés, fabriqués et testés dans nos usines. Donc là encore, on doit avoir un process qui fonctionne très bien, qui est rodé. Et on va commencer par ce qu'on appelle la CFD. Je ne sais pas si ça vous parle. Donc tout ce qui est la simulation par ordinateur, NAS remplacement, si vous vous souvenez bien. Donc en fait, on va simplement regarder comment l'air va se comporter autour de la voiture, faire des simulations. Et une fois qu'on a trouvé les 3 meilleures simulations, on va passer à ce qu'on appelle le modèle shop. Donc on va faire une maquette à 60% de la voiture et on va la tester en soufflerie.
Donc pourquoi on ne fait pas toutes les pièces? Parce que la soufflerie, ça coûte énormément cher à faire fonctionner. C'est également, on est limité à 800 heures de soufflerie par an par la FIA. Donc on est obligé de limiter les pièces et d'avoir une simulation en CAD qui fonctionne bien et qui est assez intéressante avant d'aller en soufflerie. Une fois qu'on est en soufflerie, qu'on a trouvé le meilleur, on va dire la meilleure pièce possible, le meilleur design, on va passer donc au design et à la simulation. Donc en fait, on va designer en 3D, donc avec SolidWorks, Katia ou d'autres logiciels, la pièce. On va faire une simulation pour voir comment elle va s'intégrer aux autres pièces, au châssis ou au moteur ou à la boîte de vitesse. Et ensuite, une fois que tout ça a été développé, on va passer au manufacturing, donc on va passer à la construction de la pièce, donc soit en fibre de carbone ou en autre fibre qui est fait également en interne chez nous, ou alors avec des machines CNC, où là aussi les personnes sont capables de programmer les machines 5 axes, ou alors d'autres matériaux comme de l'impression 3D. Et une fois que ça se fait, donc on va passer au testing, au qualité test, et ensuite on va emmener la pièce donc on va emmener la pièce sur les circuits ou sur les périodes de test. Donc tout ce cycle-là, en général, le temps moyen c'est 3 semaines. En aéronautique, c'est peut-être, si je suis gentil, 5 ans, 7 ans. Donc, c'est-à-dire que pendant une saison, on va développer, en fait, par exemple, un élément avant, on va en faire 3 ou 4. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on va reproduire ce cycle pour en produire 3 ou 4. On a eu un crash comme en Australie. On est obligé de passer du design jusqu'au test, donc de refaire ça et d'optimiser le cycle avant parce qu'il faut toujours qu'on continue de développer la voiture tout en faisant le manufacturing. Donc, l'usine travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Enfin, c'est les dimanches, les jours fériés. Le seul jour où on s'arrête, c'est Noël et Nouvel An. Et sinon, l'usine est tout le temps en fait en marche, même pendant les périodes où il n'y a pas de circuit, parce qu'il faut continuer à développer en fait la voiture de 2024 et 2025. Donc le premier, donc là en fait, les slides qui m'ont arrivé, c'est vraiment tous les différents métiers qui sont présents en Formule 1. Donc ça, c'est une photo de la soufflerie qu'on a installée chez nous. Donc c'est un modèle à 60%, donc comme vous pouvez le voir, c'est des personnes qui vont installer, qui vont fabriquer les pièces. Et juste pour l'aérodynamique, donc on va avoir besoin de personnes donc au design office, donc ce qu'on appelle un grand bureau d'ingénierie. Donc des aérodynamicistes, des personnes qui vont être aussi des spécialistes du surfacing, donc du cadre de la... C'est dur en français de trouver les mots techniques, de tout ce qui est 3D. Aussi les designers, mécaniques, la RDM, des choses comme ça. On va aussi tout ce qui est CFD, donc on a des ordinateurs super puissants. Donc à Edstone, on a un des top dans le top 100, les plus puissants du monde. Donc on peut faire plus de 25 millions de simulations dans une course sur la stratégie, sur la puissance, sur quand s'arrêter. Donc là aussi, on a besoin de personnes qui sont assez douées. Donc dans le CFD, donc il y a la photo en bas, donc les 2 photos à droite. Et on va aussi avoir besoin de designers pour faire les maquettes et aussi de personnes qui vont s'occuper de toute la partie soufflerie. Donc là, comme vous pouvez le voir, on teste environ 800 pièces par semaine en soufflerie et seulement 1 ou 2 vont être ensuite fabriquées. Donc là aussi, il y a beaucoup de volume pour arriver seulement au premier. Donc tout ce qui est digital manufacturing, donc ça c'est tout ce qui va être impression 3D. Donc là aussi, c'est pareil, 95% de l'année, donc là, ça inclut Noël, Nouvel An. On a toutes les machines, donc on a 12. Et les 12 machines vont tourner aussi pour produire les pièces de la F1 ou les pièces qui vont servir à la soufflerie. Et on va fabriquer donc plus de 30 000 pièces par an. Et donc 75% vont être destinés justement au test de la soufflerie. Donc là aussi, on a besoin à peine de personnes qui travaillent vraiment sur les matériaux, parce qu'on doit toujours rechercher de nouveaux matériaux, plus légers, plus performants, aussi plus verts, parce que bientôt on va être interdit de fibres de carbone, on va devoir trouver de nouveaux matériaux pour remplacer ça. Donc c'est pour ça qu'en plus de la fabrication, il y a aussi une grosse partie de R&D, donc de recherche et développement, au sein d'un team de F1. Donc l'engineering office, donc là c'est vraiment, on va dire, la partie visible de la voiture et la partie hydraulique. Donc ça va être tout le design mécanique. Donc par exemple, on va avoir le travail sur les suspensions, travailler sur les freins, travailler sur la transmission, donc la boîte de vitesse. Stress aussi qui est super important là, pour pas évidemment parce que c'est bien être performant, mais il faut aussi être fiable sur la longueur de la saison.
Donc il va aussi y avoir des personnes qui vont travailler sur est-ce que les pièces sont assez légères mais assez résistantes. Donc en fait, ça va être toujours une histoire de compromis. Et on va avoir des personnes spécialisées aussi dans ces domaines. Le manufacturing, donc aussi, en fait, donc là, c'est des machines, des machines 5 axes. Donc, on a plus de 40 machines qui fonctionnent aussi toute la journée. Et là, donc, il y a plus de 65 000 composants qui sont fabriqués par an. Donc, surtout en aluminium ou alors en d'autres, avec des alliages, donc d'acier, d'aluminium, de titanium, de magnésium, du tungstène, pareil, pour l'échappement. Donc, là aussi, il va y avoir besoin de personnes qui vont aider pour les machines. Donc là, par exemple, on voit que les machines, c'est maintenant des 3D systèmes, donc il y a nos partenaires. Et donc, on doit travailler également avec ces partenaires techniques pour nous aider justement à développer des nouvelles machines qui ne sont pas sur le marché, mais uniquement pour nos besoins. Le composite, très très important. Plus de 80% de la voiture est fait en composite. Donc là aussi, on a vraiment besoin de ressources à ce niveau-là. Donc que ce soit en R&D, que ce soit avec aussi sur le fonctionnement, enfin des autoclaves, des gros fours, en fait, qui servent à pressuriser et à chauffer les fibres de carbone pour justement les mettre ensemble et les assembler. Mais on va aussi avoir des personnes qui, par exemple, c'est un peu comme le fonctionnement en fait du rétroprojecteur, donc ça va être des lasers qui vont projeter en fait les formes du composite et on va pouvoir travailler autour. Et ce qui est assez marrant, c'est que des fois, en fait, on est tellement serré niveau timing que le laser va automatiquement bouger parce que pendant qu'il fabrique la pièce, le bureau d'ingénierie va être encore en train de travailler dessus. Donc, en fait, au fur et à mesure qu'il y a une modification, la pièce va bouger en direct pour justement optimiser les timings. Et donc là, ce que je disais, tout ce qui est matériaux. Donc aujourd'hui, on a environ une quarantaine de personnes qui travaillent uniquement sur les matériaux, donc que ce soit des chimistes, que ce soit des personnes aussi en résistance des matériaux, faire de la R&D, voir quels sont les matériaux qui vont essayer le mieux à la température, à la pression, aux différents aussi changements de température rapide. Donc ça, c'est un gros département qu'on a chez nous en interne. Et cette partie-là qui est vraiment la R&D mais plus sur la suspension. Donc en fait, on va avoir des plateformes, on va poser, comme vous voyez sur la photo en haut à droite, on va poser la voiture et en fait la voiture va bouger, on va créer des vibrations et on va pouvoir aussi mesurer l'intensité et puis sur les freins, sur les suspensions et autres. Donc là, ça c'est le simulateur, une photo du simulateur où les pilotes s'entraînent. On a pu voir sur le canal il n'y a pas longtemps sur un documentaire. Donc là aussi, ça doit être plus être de l'IT avec du développement, du software, parce qu'évidemment, on ne le trouve pas sur le marché, celui-là. Et le but, ça va être vraiment que les simulations ici soient vraiment similaires à ce qui se passe sur la course, que ce soit la dégradation des pneus, des freins, des suspensions, comment la voiture va fonctionner, comment le pilote va le ressentir. Et en fait, on va avoir des personnes vraiment dédiées à tout ce qui est programmation pour justement mettre en parallèle ce qui se passe sur la piste et ce qui se passe également sur le simulateur. Si je vais trop vite, dites-moi, parce que c'est beaucoup d'informations, mais il y a beaucoup de slides. Après, aussi, on a des mathématiciens, oui, plus pour le côté justement statistique et stratégie. Donc, je sais que beaucoup de personnes veulent faire ingénieur stratégie, être sur le pit-roll et autres. Mais avant, on passe par l'upstream, où il va y avoir justement toutes les datas, et ça va être tout simplement rassembler des datas, mettre ces datas dans l'ordinateur et en fait voir ce qu'il en ressort pour voir quelle est la meilleure possibilité. Donc ça, nos stagiaires par exemple, pour la petite histoire, pendant qu'il y a les courses, ils vont aller dans cette upstream et puis ils vont écouter la radio de tous les optimes, faire les transcriptions pour justement aider ensuite les personnes sur le circuit pour comprendre ce que vont faire les autres, si on peut travailler sur leur stratégie et comment ça va fonctionner. Donc c'est assez intéressant. Et puis tout ce qui est IT. Donc là, c'est une partie de notre salle de data, donc qui est vraiment assez énorme. Donc là aussi, la cybersécurité, c'est super important. Un gros sujet aujourd'hui avec tout ce qui est piratage des données. Donc là, aujourd'hui, on travaille avec un partenaire qui s'appelle Mendian, qui est une branche de Google, et qui justement nous aide à sécuriser tous nos datas, parce qu'entre le moment où on est en Australie et le moment où on est en Angleterre, on peut partager des datas en moins de 2 millisecondes. Donc c'est-à-dire que c'est aussi un des systèmes de communication les plus rapides au monde, et je serais incapable de dire comment ça marche, mais c'est un des plus rapides, et là aussi c'est on va dire quelque chose qui arrive de plus en plus,
Et le côté IT, justement, est en train de recruter entre 20 et 30 personnes par an, tellement c'est en train de prendre de l'ampleur. Et ceux qu'on voit à la télé, Larry's Team, donc à savoir que Larry's Team, avant d'arriver là, il faut déjà avoir une certaine expérience. Donc on va avoir tout le management de l'équipe, donc ceux qui vont prendre des décisions sur le pit wall. On va avoir les ingénieurs de piste, donc en fait, qui d'abord ont fait leurs preuves dans l'upstream pour ensuite voyager. Il va y avoir tous les mécaniques, l'ingénieur en charge des pneus, en charge de la reliability, de la fiabilité, tous les mécaniciens, ceux qui s'occupent de la gearbox, de la boîte de vitesse, du moteur, les ingénieurs composites aussi qui vont réparer en fait les pièces en cas de petit impact ou de voir si jamais les nouvelles adaptations et les nouvelles évolutions fonctionnent. L'ingénieur aussi essence qui va regarder si le dosage est bon. Donc on ne peut pas modifier l'essence, on peut modifier les différents régimes moteurs pour justement consommer moins ou consommer plus. Donc en fait, toutes ces personnes, donc là en fait, la FIA nous aurait d'avoir 80 personnes pour les deux voitures qui vont se déplacer, mais 80 personnes, c'est pas suffisant, donc il va y avoir encore 150 personnes entre Viry et Stone qui vont soutenir en fait Larry's Team. Et l'équipe des partenariats dont je fais partie, donc en fait, notre rôle, c'est tout simplement d'être le lien entre les partenaires techniques, donc comme BP, comme Castrol, comme Indian, comme tous les autres, et Larry's Team, pour être sûr que tout fonctionne bien, qu'on a les bons outils, que Larry's Team a les bons outils au bon moment, et que justement, au lieu d'acheter des produits, on va avoir des partenaires capables de nous les offrir, de nous donner aussi leur expertise. Par exemple, c'est pas possible pour nous d'avoir 40 ingénieurs qui vont développer l'essence en 2026. Donc, on travaille avec BP, qui eux vont nous aider justement à développer ces nouvelles essences, nouveaux lubrifiants ou des nouveaux matériaux. Donc, même si on va dire on ne travaille pas directement avec le team de F1, il y a beaucoup de partenaires et de sociétés qui gravitent autour de la F1, autour du team. Donc, quand on voit sur les combinaisons, en fait, tous les partenaires, on a aussi des partenaires qui sont présents avec nous à l'usine, dans l'équipe, avec Siemens, par exemple, pour nous aider à développer tous les nouveaux softwares de 3D ou de CFD. Et donc, c'est aussi une possibilité, on va dire, si c'est pas possible de travailler directement avec le team. Donc, comment arriver en Formule 1, la grande question. Donc là, encore une fois, c'est pas il n'y a rien de gravé dans le marbre, c'est juste des idées et ce qu'on a pu voir entre guillemets chez nous sur les différents process de recrutement. Donc, on a plus d'une centaine d'applications de candidatures dès qu'on poste en fait une offre, ou même dès qu'on ne poste pas, on reçoit des offres tout le temps spontanées. Après là, c'est principalement pour les internships, pour les stages ou pour ce qu'on appelle les graduates. Donc en fait, c'est les jeunes diplômés. Donc dès qu'on sort d'école, on signe un contrat de 3 ou 4 ans en fait avec des personnes. Donc on va les former, on va leur apprendre le métier et après ça, en fait, ils peuvent continuer avec nous. Donc là, on en recrute environ 150 par an des graduates, avec principalement, comme je disais, donc Oxford, Cranfield, qui est aussi du coup qui est un partenaire avec UPSA, comme c'était là sur le cas. Oui, ok, voilà. Donc Cranfield, c'est le meilleur moyen pour rentrer en F1. Et Cambridge. Donc en fait, ces trois écoles-là représentent, pour les ingénieurs et les jeunes entrants, plus de 70% des personnes qui rentrent en F1. Donc Cranfield, pour avec UPSA, c'est une super opportunité. Parce que c'est vraiment ici que nos recruteurs vont aller et vont choisir en fait les meilleurs des promotions pour les prendre sur les 3 premières années. Donc ensuite, on a recruté principalement sur les 12 dernières années avec les universités anglaises. Avec le Brexit aujourd'hui, les problèmes de visa et autres, c'est un petit peu plus compliqué. Mais encore une fois, avec Cranfield, c'est pas impossible, la preuve pour moi, donc c'est facile de passer par Viry, par ART, qui travaille aussi en F2. Qui a une très bonne formation, faire de la Porsche Cup, voilà. On va dire que toute première expérience dans le sport automobile est super bonne à prendre pour vous déjà savoir si vous aimez, parce que c'est bien la télé, mais de voyager 270 jours par an, c'est pas fait pour tout le monde. C'est un sacré rythme, donc déjà voir si ça vous plaît de 1. Et ensuite, c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est de postuler le plus possible, et puis toujours de se différencier aussi par rapport aux autres avec le plus d'expérience possible. Donc, les différentes choses qui sont recherchées pour le côté ingénierie. Donc là, c'est une liste, mais je pense que Florian ou Mathias peuvent partager ça. Il
il y a un petit peu de tout, on va dire, ce que j'ai pu parler avant, mais ça, c'est vraiment ce qui est le plus important et ce qui est regardé en premier par les recruteurs. Et ensuite, pour expliquer un petit peu comment sont screenés les CV, donc l'année dernière, on a reçu 25 000 CV dans l'année. Donc on a 5 RH. Donc ça fait pas mal à regarder. Ils regardent tous, mais c'est pour ça que du coup, si on va dire il y a des mots-clés ou des expériences un petit peu différenciantes, ça va être un gros plus. Ils vont environ passer 15 secondes par CV. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment en 15 secondes mettre le plus possible et le plus clairement possible. Donc ce qu'on va regarder en premier, c'est déjà l'école, plus que l'école, la spécialisation. Ensuite, ils vont regarder les placements, donc ça va être les stages qui ont pu avoir été faits avant, les expériences professionnelles, quels projets ou les thèses en fait peuvent être concrètes et importantes par rapport au poste recherché, et le visa et l'employment status. Donc encore une fois, pour l'Angleterre c'est compliqué, mais pour l'IRI, pour vous c'est assez facile. Et donc là, sur les 25 000, donc on a déjà 2500 qui sont passés à la trappe. Ensuite, ils vont passer un peu plus de temps, ils vont passer 30 secondes. Donc, ils vont relire en fait une deuxième fois les sujets, vraiment voir en détail quel était le projet de thèse ou quelle était l'application qui a pu être faite. Des fois, ils vont aussi demander les notes. Donc, en Angleterre, ça se fait beaucoup. Pour voir aussi les classements, les langues. Donc, l'anglais, évidemment, c'est plus qu'un prérequis, c'est complètement obligatoire. Après, chez Alpine, c'est bien de parler français. Quand on va chez Red Bull, c'est bien de parler allemand. Enfin voilà, il y a plein de deuxième langue importante, mais l'anglais, même entre français, chez nous, on parle en anglais. Donc c'est vraiment très très important. Ensuite, voir comment s'est passé les études, s'il n'y a pas eu de redoublement, s'il n'y a pas eu de problème ou d'arrêt pendant 1 ou 2 ans. Et donc là, on a encore un autre 7000 qui passent à la trappe ou qui passent. Ensuite, ils vont passer 1 minute, donc 1 minute avec la responsable des RH, où là, ils vont regarder les choses un petit peu, on va dire, secondaires. Donc, si vous avez pu faire d'autres choses, des associations, comment ça a pu, ou des choses, on va dire, extérieures pour un petit peu comprendre votre personnalité. Comprendre aussi les tech skills, donc par exemple, voir si vous êtes un petit peu un geek sur un certain domaine, ou si vous avez un brevet de pilotage, des choses comme ça, un petit peu externe. Et ensuite, ils vont ils vont relire un petit peu la lettre de motivation ou ce que vous avez pu apporter en fait à votre candidature. Donc ici, on a moins d'un quart, un quart, un tiers des candidatures qui sont passées sur les 25 000 seulement après 1 minute et 45 minutes et 45 secondes. Donc ensuite, une fois que vous avez passé tout ça, il y a des interviews. Donc les interviews aussi, c'est important de se préparer, d'avoir le CV qui est prêt, d'avoir un speech, on va dire, entre 5 à 7 minutes aussi qui est bien préparé. Aussi de ramener une lettre de motivation pour qu'ils puissent comprendre votre parcours, pour voir ce que vous avez pu faire avant. Et après, il n'y a pas de secret, c'est ta personnalité. Après, chacun a sa personnalité, chacun recherche aussi quelque chose pour tous les postes, donc restez vous-même, c'est le plus important. Il n'y a pas de secret, juste restez vous-même, essayez d'expliquer le mieux, de comprendre ce que vous voulez faire aussi. Et je pense qu'il est le plus important, c'est qu'il ressent qu'il y a une passion, que ce soit pas un robot qui s'en fasse, mais vraiment une passion, qui soit bien expliqué, que les choses que vous présentiez, en fait, vous y croyez vraiment, et que c'est pas parce que vous avez vu ça sur Google ou avec ChatGPT. Donc ça, c'est aussi super important. Et une fois qu'il y a l'interview, c'est soit ça marche, soit ça marche pas. Et après, donc, vous pouvez démarrer. Voilà, donc après, juste pour expliquer un petit peu plus en détail ce que j'ai pu faire avant. Donc j'ai fait l'IPSA option MBI, donc pas du tout ingénierie, en tout cas pour la dernière année. J'ai fait également donc un master en ingénierie mécanique à Polytechnique Bucarest avant de rejoindre l'IPSA. Et ce qui est très recherché en fait aussi, c'est justement ces doubles cursus, business et ingénierie. Parce que des personnes qui font du marketing, qui font du business, il y en a beaucoup. Des personnes qui font de l'ingénierie, il y en a déjà moins. Et des personnes qui ont fait les deux, il n'y en a pas énormément. Donc c'est pour ça que c'est très très recherché. Et
qui a la possibilité aussi de grandir sur ce côté plus partenariat, c'est quelque chose qui l'intéresse, avec justement toujours une base que propose IPSA en ingénierie. Donc, comme je disais, j'ai commencé en faisant un stage en tant que race engineer en Clio Alpine Cup, donc avec Renault-Sport. Donc, qui était aussi un très bon tremplin pour connaître des gens qui travaillaient chez Renault F1 et Renault Sport à l'époque, avec qui on a toujours gardé contact. Après, j'ai travaillé pour des sociétés de conseil en ingénierie, donc là plus sur côté aéronautique, où j'étais au Canada chez Bombardier. Et après, donc, le Canada, ça a été très très froid. Donc, j'ai décidé de rentrer en Europe. Et j'ai fondé en fait ma société donc, dans le sport automobile, avec tous les contacts que j'avais pu faire avant chez Renault Sport. Donc, j'ai travaillé par exemple avec des clients en Laponie, avec certains pilotes. J'ai commencé à travailler avec Alpine, aussi sur des projets e-sport. Et donc après 2 ans et demi, ils m'ont proposé, avec un poste qui s'est ouvert, de travailler sur tout ce qui est partenariat stratégique et technique. Et donc j'ai rejoint le team juste au milieu du Covid, courant 2020. 2020 ça. Et pourquoi en fait F1 et Alpine? Donc en fait, ce qui est intéressant, encore une fois, chez Alpine et les autres teams, c'est pareil parce que on se connaît à peu près tous. C'est vraiment, il faut être très autonome. Il n'y a pas de livre pour savoir comment ça fonctionne. Donc, il faut juste, on a une tâche, on dit voilà, il faut qu'à la fin d'année tu fais ça et tu as un an pour le faire. Donc, c'est ça qui est très bien, c'est que c'est très structuré, mais en même temps très, très libre, très ouvert. Et c'est quelque chose où tout va très vite, les idées vont vite, ce qui va se passer dans l'équipe va vite également. Donc, en fait, ils sont très ouverts aux nouvelles idées, aux nouvelles évolutions. Et on ne va jamais dire non donc si vous avez des idées, si vous avez l'esprit d'entreprendre ou de faire des choses nouvelles. La F1, c'est très bien. L'aéronautique, comme je dis, c'est un petit peu, c'est très similaire, mais plus lent. Donc après, c'est encore une fois des caractères. Si on est comme moi, un petit peu hyperactif, c'est top. Parce que toutes les 3 semaines, on change de sujet, on fait quelque chose de nouveau, sans oublier ce qu'on a fait avant, mais ça va très très vite. Donc c'est également aussi super intéressant parce que je ne connaissais rien, on va dire, sur un développement de lubrifiant il y a 2 ans. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que je fais tous les jours. Quand on travaille avec Siemens, on va faire beaucoup d'ingénierie mécanique. Quand on va travailler avec Mondial, on va faire de la cybersécurité. Donc en fait, il y a tellement de différents sujets, tellement d'ouverture, que peu importe votre spécialité, vous allez toujours vous ouvrir à d'autres choses et puis continuer, on va dire, à se développer personnellement, mais aussi professionnellement. Donc je pense qu'il y a de plus intéressant et inspirant à travailler en F1 et dans le sport auto en général. Voilà, c'était un peu rapide. J'ai essayé d'en dire le maximum en moins de temps possible, donc s'il y a des questions, n'hésitez pas. Ah, merci. Vous avez dit tout à l'heure justement que c'était pas fait pour tout le monde de voyager, etc. Comment vous vivez, vous, votre situation familiale, si vous en avez une ou autre chose? Alors, je n'ai pas d'enfants. Mais il y en a clairement. Il y a des gens qui ont des enfants. Après, il faut avoir une compagne ou un compagnon très patient et compréhensif. Parce qu'on n'est pas souvent à la maison. Donc après, c'est, on va dire, une manière de vivre. Donc moi, pour l'instant, j'habitais, depuis, je suis arrivé à côté de Londres. Donc le plus important, c'est d'habiter à côté d'un aéroport. Et après, là, on essaie c'est un rythme de vie à trouver, mais au début, c'est assez compliqué parce qu'on est souvent à l'extérieur, on vient, on repart. Quand on est à la maison, on est là pour 2 jours. Après, c'est pas que les circuits, parce que les courses, c'est quelque chose, mais entre-temps, on a des rendez-vous aussi un petit peu partout. Donc, il faut juste trouver après un juste milieu entre son travail, voyager et sa vie personnelle, et je pense que c'est le plus compliqué. Donc, encore une fois, tous les teams sont très compréhensifs, ils savent très bien que c'est une vie assez compliquée. Donc, on a aussi un rythme, quand une fois qu'on est au bureau, entre de télétravail, en fait, assez souple. Donc, on n'est pas obligé d'aller à l'usine tous les jours, on peut aussi un peu rester avec sa famille. Donc, on va dire, les premières années, la première année surtout, est assez compliquée pour trouver un rythme de croisière. Et une fois qu'on l'a trouvé, en fait, après la première année, on sait si ça va marcher ou pas. Donc, même si on est marié ou avec des enfants, c'est la même chose, c'est vraiment un rythme à trouver, une grosse organisation. Parce que par exemple, j'ai un chien, ne serait-ce que pour garder le chien, des fois, c'est compliqué. Donc, il faut être aussi bon en logistique et puis en organisation, c'est un bon entraînement. Oui. Vous parliez d'ART Grand Prix oui. rapidement. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de pouvoir
peut-être faire un stage là-dedans, même si on veut par exemple aller sur tout ce qui est ingénierie de course, ingénierie, parce qu'ils n'ont pas forcément, je sais pas, c'est une question, est-ce qu'ils ont des salles comme il y a chez Alpine pour les courses, et donc vous pouvez faire des stages pour ensuite se développer, etc. Ou est-ce que du coup pour les stages nouveaux se orienter vers la Encore une fois, je pense que le mieux évidemment c'est de rentrer en F1 directement, mais n'importe quel sport automobile, parce qu'on va dire que tous les sports c'est à peu près la même chose, sauf que la F1 on met des budgets colossaux, la voiture est très très complexe. Donc après la F2 c'est déjà aussi super intéressant, c'est beaucoup moins complexe qu'en électronique, mais on va dire que la manière de penser, de travailler est la même. Donc après, il n'y a pas des salles comme ça, mais il y a aussi des ingénieurs qui travaillent. Après, les voitures sont plus standards, mais il y a toujours l'intégration de pneus, de consommation, des réglages ailerons, le pompe-là est un peu plus facile, mais il y en a encore. Donc on va dire, pour commencer, c'est très bien. C'est un peu comme les pilotes. Les pilotes, ils commencent en Formule Renault, après ils vont F3, ils vont F2, ils vont F1. Donc encore une fois, il n'y a pas de secret, mais s'il y a une opportunité chez RT, il ne faut surtout pas dire non. Et je sais que nous, on a des ingénieurs aujourd'hui qui voyagent. L'ingénieur électronique était chez ART, après il a fait Nissan, Idams, et maintenant il est en F1. Donc, et tout le monde, et quand on est en F2, on est aussi sur les paddocks, on rencontre des gens, et c'est ce que j'ai fait à Mathias, une fois qu'on est dedans, c'est entre guillemets, c'est facile, on se balade, on rencontre des gens d'autres équipes, et puis le plus dur, c'est de rentrer dans le milieu de la F2, de la F3 et de la F1, ou même de la Porsche Cup, ils sont aussi présents sur les courses de F1. Donc une fois qu'on est là, on rencontre quelqu'un et c'est au hasard des rencontres, des présentations, de voir ce qui se passe. Donc il faut vraiment être curieux, je pense que c'est le plus important. Et oui, la F2 c'est top, IRT c'est aussi un très bon team. Donc après, je sais que par exemple les pilotes de F2, quand ils arrivent, ils ont des ingénieurs qu'ils aiment bien, donc ils parlent bien d'eux, et après c'est une possibilité de monter aussi. Donc encore une fois, il n'y a pas de recette miracle, mais s'il y a quelque chose à faire chez RT où il n'y a pas besoin de visa, où c'est peut-être un petit peu plus facile aussi de faire des stages parce que c'est français, je pense qu'il faut sauter sur l'occasion, sans aucun doute. Oui. Bonjour, merci pour cette présentation. J'ai une petite question par rapport au placement et à la taille des différents sponsors sur la voiture. Comment ils sont décidés? L'argent. En fait, on a des. Alors, on voit sur la. Je ne sais pas s'il y a une photo de la voiture. Ça, c'est pas. Ah, voilà. Donc, en fait, on a ce qu'on appelle le sponsor titre, donc qui est WT, donc qui est rose. Donc, en fait, c'est eux qui vont mettre un gros budget, qui vont avoir le naming, on va dire, sur le team. Après, on va avoir différents partenaires, donc les partenaires techniques, comme les Castrol, qui en plus de donner de l'argent à l'équipe pour avoir de la publicité, du sponsoring, vont aussi mettre beaucoup d'argent sur le développement technique. On va avoir des plus petits partenaires, par exemple comme Mapfre, qui est une assurance en Espagne. Donc eux, qui est simplement pour avoir de la visibilité, ils ne vont rien donner, on va dire, en échange au team. Donc après, on a en fait des aires sur la voiture, des emplacements. Et chaque emplacement va être avec un range de prix. Et en fait, on va les offrir à plusieurs sponsors. Et puis le plus offrant va l'avoir. En fait, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Après, ils ne tapent pas à la porte. C'est très compliqué d'en trouver. Parce qu'on parle sur des budgets qui vont entre 15 et 70 millions par an. Donc, ce n'est pas toutes les entreprises qui sont capables de donner ce budget. Donc les emplacements, c'est fait partie du département dont je fais partie qui décide tout ça. Et c'est assez compliqué parce qu'il faut vraiment aussi essayer d'être assez équitable entre tous. Donc c'est une bonne question. En fait, il n'y a pas non plus, il n'y a pas de science. J'ai l'impression, en fait, on dit que la Formule 1 c'est super carré, mais il n'y a rien qui est en fait gardé dans le marbre. Mais c'est pour ça, si on est aussi cette fois champion du monde comme Mercedes ou nous Alpine, les montants vont être différents, les emplacements vont être différents. Ce qu'on va proposer en échange aussi. Parce qu'en échange de ça, on va proposer des accès au circuit, des accès à rencontrer les pilotes. Ils vont avoir le droit de communiquer en fait sur la Formule 1. Ils vont avoir aussi des logos sur le team kit. Il y a plein de choses en fait qui rentrent en considération. Et on va négocier. Ça peut être des contrats qui font entre 100 et 200 pages. Donc chaque petit détail va être négocié. Et puis on va discuter de tout ça en fait pendant des mois. En général, ça prend entre 6 mois et 1 an pour signer un nouveau partenaire. Vous êtes combien dans votre équipe On est 30, juste pour les partenaires et marketing. C'est pareil, ça varie, mais on est 30. Après, chacun a une spécialisation. Donc on va avoir des personnes qu'on appelle en acquisition,
Donc, ils vont aller chercher les nouveaux partenaires, qui ont sur les contrats. Après, dès qu'on passe à la branche partenariat, ben, c'est une fois que le contrat est signé, on va s'occuper de renégocier en fait, les contrats pour les années d'après, renégocier ce qu'il y a à l'intérieur, ben, s'occuper d'eux, on va dire, tous les jours. On va avoir une autre équipe qui fait l'hospitalité, donc qui va accueillir les gens, enfin les gars sur la course. On a une autre équipe de communication, on a une équipe de social media, on a une équipe de graphistes qui va faire livrer ta voiture, les team kits et autres. Donc après, sont environ, si on prend tous les graphistes et autres, on a un peu plus de 40, vraiment hors ingénierie. Juste demander en anglais parce que si je ne suis pas bien demandé. Like after race, such as the Shine one, how do you meet up? How do you all meet up and discuss that what to improve and how does it all go about after a race? Vous voulez que je réponde en anglais ou en français? Comme vous voulez, en français ça va aussi. Donc c'est une bonne question. En fait, il y a des meetings, enfin, des debriefings, des débriefings et des briefings avant chaque session. Donc avant de démarrer le week-end, donc il y a une salle un peu comme le Zoom qu'on a vu, mais qui est installée directement dans le motorhome de l'équipe, où ils vont discuter de quel va être le plan pour le week-end, en fonction du temps, de la température, des pneus et autres. Ensuite, il va y avoir les premiers tests, les premiers essais. Donc là, ils vont faire le plan qui a été décidé, ils vont faire un débriefing pour voir comment se comporte la voiture, quel va être le plan de l'après-midi. Et en fin de journée, il va y avoir un débriefing de 2 heures environ, où ils vont passer, est-ce qu'ils ont testé différents réglages, lequel ils sentent le mieux en fonction des pilotes, la pression des pneus, ce qu'ils vont faire pour le lendemain, si on va plus privilégier les qualifications de la course. Donc en fait, avant chaque meeting, c'est à peu près, avant chaque session, c'est 45 minutes, 1 heure. Après chaque session, c'est à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Ils vont faire ça vendredi, samedi, et la même chose avant la course, où on va mettre en revue, en entend les plans A, plan B, plan C, plan D, quels vont être justement les différents plans de stratégie en cas de safety car, en cas de pluie, en cas de différentes choses. Donc là, il va y avoir environ 80 personnes qui assistent à ces débriefings, donc chacun avec une spécialité, que ce soit les pneus, l'essence, la stratégie, la fiabilité, la performance, le moteur. Et en fait, chacun va donner son avis, entre guillemets, et puis après, ça va être le team principal et le directeur technique qui va trancher en disant, OK, on va dans cette direction, dans cette direction. Oui. Vous avez mentionné le développement durable. Est-ce que vous avez une idée avec là où la Formule 1 va justement dans cette... Oui, alors 2030, le but c'est d'être net zéro. Donc d'avoir. Après, net zéro, c'est encore une fois, il y aura toujours une émission parce que dès qu'on voyage, il y a une émission, mais on fait ce qu'on appelle un offset. Donc en fait, j'aime pas trop ça, mais on paye pour offsetter les missions qu'on fait. C'est-à-dire qu'on va en fait s'engager dans d'autres projets pour justement, c'est pas planter des arbres, c'est des projets un peu plus complexes, pour justement essayer de diminuer l'impact qu'on va avoir. À Enstone, on est en train, un des projets d'ailleurs, on est en train de travailler sur avoir 0 émission parce que la FIA nous l'oblige à fin 2026 d'avoir 0 émission dans l'usine. Donc ça veut dire que ça va être l'huile qu'on va utiliser dans les machines CNC, de recycler et puis d'envoyer ailleurs, de récupérer les copeaux d'aluminium ou d'acier qui vont aussi sortir des machines pour les recycler et se servir sur un cycle d'après, de recycler la fibre de carbone, qui est un des pires polluants qui existent aujourd'hui. Donc là, on travaille justement avec un autre partenaire qui reprend les pièces cassées usagées, qui va les broyer, qui va refaire en fait des fibres de carbone avec. Donc toutes les équipes ont un budget dédié à ça. Là, on est en train de se battre avec la FIA pour enlever justement du cost cap, donc des 190 millions annuels, tout ce qui est le développement durable de cette enveloppe, parce qu'il y a des projets où on dit on peut le faire, mais en fait ça nous coûte 5 millions de plus, donc on ne le fait pas, parce que sinon on peut moins développer la voiture. Donc on a aussi une équipe de 7 personnes qui est dédiée uniquement au développement durable, qui aime les nouvelles choses. Après, les partenaires comme BP, par exemple, c'est une de leurs top priorités en ce moment, parce que c'est plus des pétroliers maintenant, mais des fournisseurs d'énergie. Donc, c'est-à-dire qu'il va aussi trouver des nouveaux moyens de développer l'hydrogène ou l'énergie verte. Donc, c'est aujourd'hui une grosse partie, tout ce qu'on fait, on a vraiment de la discussion sur comment on peut rendre ça plus vert. On travaille avec DHL, qui est le fournisseur logistique de l'F1, pour avoir, par exemple, du biocarburant sur les avions de fret. On a du biodiesel sur les camions. Donc, c'est des petites choses, mais tout ça mis à bout, on est en train de réduire entre 30 et 40% par an les émissions qu'on a. Et puis, pour une petite anecdote, vous avez une idée sur tout ce que consomme un team de F1, quel est le pourcentage de la voiture qui tourne sur la piste?
Ouais, c'est à 0,7%. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on développe 80 millions pour un carburant 100% vert pour aller sur la piste. C'est qu'il y a une idée derrière, parce que sinon, enfin, ça sert à rien, pour être honnête. Et ce qui pollue le plus, c'est même pas les voyages, les avions, c'est l'usine. L'usine, c'est entre 70 et 75% des émissions. Donc c'est pour ça qu'on fait beaucoup de travail sur l'usine, des panneaux solaires, de la géothermie, recyclage. Et rien qu'en faisant ça, enfin même l'énergie, la facture d'électricité annuelle d'un team de F1, c'est entre 4 et 6 millions d'euros. Donc rien qu'en réduisant l'électricité, on est déjà plus vert. Ouais. La première victoire d'Esteban Ocon et donc de Alpine. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des bénéfices, des répercussions auprès des sponsors après cette victoire? Oui, énormément. Enfin, ne serait-ce que la visibilité en fait pour les partenaires, parce que sur tous les journaux, sur la télé, sur le podium. Et à l'inverse, 2022, c'est la première saison depuis 4 ans ou 5 ans qu'on n'a pas fait de podium. Et les partenaires se sont plaints parce que même pour eux, enfin, la valeur en fait du partenariat elle descend parce qu'ils n'ont pas l'extra visibilité sur les podiums, à la caméra, à la télé. Donc faut pas oublier que ça reste un sport où il faut gagner et si on gagne pas, ça a un gros impact aussi après sur les partenariats, sur l'équipe en général parce que si on gagne moins, on va dire la FIA, enfin la F1 nous donne de l'argent à chaque saison, enfin des prix, des prisonniers. Et en fait, moins on est bien haut placé, en fait, moins on en a. Donc c'est super important. C'est pour ça qu'on est pas inquiet, mais enfin, faut qu'on s'améliore vite parce que si on est sur la 5e ou 6e place, ça va avoir un impact assez négatif sur la prochaine saison. Oui. Avec vous utilisez le monde, est-ce que vous, l'équipe, ça vous complique le travail quotidien? Vous avez peut-être moins occupé, plus surveillé, même les panneaux, etc. Est-ce que c'est plus compliqué? Moi, personnellement, non, ça va, il n'y a pas de paparazzi qui me suivent le soir, mais pour les pilotes, en fait, il y a des médias accrédités par la F1, donc en fait, c'est toujours les mêmes. Donc en France, par exemple, il y a que Canal+, l'équipe et l'AFP, enfin l'agence presse, Agence France Presse, qui sont les 3 seuls médias accrédités. Donc en fait, en dehors de cela, personne ne peut accéder au Grand Prix. Donc après, on a beaucoup de requêtes pour faire des événements extérieurs. Donc par exemple, quand on fait des événements sur la slide que j'avais montré avant, ici avec Castrol, enfin là, derrière la photo là, il y avait peut-être 70 journalistes. Donc on essaie de faire aussi pour les partenaires, enfin c'est top parce que ça fait de la visibilité. Après, sur les pilotes, ils ont ce qu'on appelle des press officers, en fait, qui sont en permanence avec eux, qui vont gérer leur calendrier de médias, de présentation à la presse, aux partenaires. Et donc, je m'occupe beaucoup de séance planning avec les pilotes pour tous ce genre d'événements. Et des événements comme ça, ils en font peut-être 50 par an. Par exemple, là, entre Bakou et Miami, ils en font 3. Donc, on prend l'avion de Bakou le dimanche soir, on arrive à Miami le lundi. Le lundi soir, ils en ont un, on a le mardi, le mercredi, le jeudi matin et le vendredi, ils sont dans la voiture. Avec 11 heures de décalage horaire. Donc, c'est sûr qu'ils râlent. Enfin, c'est parce que le sport, en fait, passe en second plan. Ils passent plus de temps à faire des opérations presse et médias qu'à rouler dans une F1, en fait. Donc, c'est aussi, le positif et le négatif de la Formule 1, c'est que c'est tellement populaire que ça fait ce genre de choses, mais c'est assez, on va dire, fatigant et redondant pour les pilotes. Mais sans ça, en fait, ils n'auraient pas ce job-là, donc c'est un petit peu le serpent qui se mord avec eux. Oui. Vous avez mentionné que vous aviez créé une entreprise. Oui. Quel était l'objectif de votre entreprise? C'était un peu ce que je fais aujourd'hui, en fait. Concrètement, chez Alpine, c'était d'aider les sociétés dans le sport automobile à trouver des partenaires, ou à gérer des partenaires. Je travaille avec des pilotes aussi pour aider à trouver des partenaires, d'organiser des gros événements. Je travaillais beaucoup avec le Lapland Ice Driving, qui fait aussi qu'il y a des courses, des pistes de F1 en Laponie. Donc, gérer tous leurs partenaires, les événements avec les grosses opérations Aston Martin ou Ferrari. Donc, c'était un petit, en fait, voilà, gérer les différents contrats, trouver des nouveaux partenaires, gérer aussi l'opérationnel journée par journée, et des choses comme ça. Moi, je me demandais à quel point les sponsors pouvaient être
volatile et spécifique, par exemple, à un pilote. Je pense notamment à un sponsor comme Mapfre. Est-ce qu'avec le départ de Fernando Alonso, qui était espagnol, ça peut impacter et créer le départ de sponsors en fonction des pilotes? Oui, ils sont partis. C'est une très bonne question. En fait, Fernando, surtout, c'est un des pilotes les plus populaires avec Max et Lewis aujourd'hui. Donc, il a sur son cas, si on regarde, environ 15 sponsors qui sont qu'à lui. Et dès qu'il est parti, c'est parce qu'il était un gros, mais enfin, Pierre en a ramené d'autres. Mais donc, c'est lui, les pilotes, en fait, ont des connivences, on va dire, avec des personnes, avec par exemple Citibank, qui est un gros partenaire de Fernando, qui était chez nous, qui est parti chez Aston Martin. Donc, en général, ils suivent les pilotes. C'est comme si Max part de chez Red Bull, il va en perdre quelques-uns. Monster est juste le sponsor de Lewis, de Mercedes. Enfin, donc après, on a des sponsors du team, et il y a aussi beaucoup de sponsors que le pilote ramène, comme Latifi qui avait ramené Lavazza, enfin d'autres choses comme ça. Donc c'est... Oui. Pendant votre MSC, Master of Science, est-ce que vous avez eu l'occasion de rejoindre une équipe de Formula Student? Non, parce qu'il était un peu plus axé aéronautique. Et en Roumanie, c'était sympa, on travaillait sur des avions de la guerre froide qui étaient là-bas, donc c'était un autre délire, mais c'est aussi. Par exemple, il y a aussi Formula One in School, qui est un gros programme, et c'est ça qui marche très bien. Je sais qu'ils recrutent, Formula One recrute directement aussi, parce qu'il y a besoin d'ingénieurs pour créer les règles, en fait, les nouvelles spécifications techniques en F1. Donc, Formula One in School, c'est un peu le même. Ça, c'est le genre d'expérience en fait, qui peut être intéressant dans le process de 15-20 secondes. Justement, je vais poser la question. C'est une question un peu personnelle. Quel est l'impact entre un CV X et un CV Y, mais dans lequel il y aurait une personne qui a fait participer ou a créé une association de Formula Student? Quel est l'impact, par exemple, sur le recrutement dans une écurie de Formule 2, Formule 3, Formule 1, etc.? Ça a déjà un bon impact parce que quand on est en fait jeune diplômé, il n'y a pas d'expérience. Donc en fait, les seules choses où il y a l'expérience, c'est ce qu'on a pu faire pendant ses études en parallèle ou des stages. Donc c'est pour ça que ça a un impact assez positif et ça montre déjà l'intérêt en fait qu'il y a pu avoir avant. Donc je pense que c'est quelque chose à très bien faire. Et encore une fois, Formula One School, nous on a des groupes tous les 3-4 mois qui viennent dans l'usine, qui visitent l'usine pour comprendre comment ça se passe. Et après aussi, c'est l'occasion on va rencontrer directement les personnes, de parler avec. Et je sais qu'il y avait vraiment quelqu'un qui était super bien, super intéressé, on l'a pris en stage. Donc quand on rencontre la personne et qu'il est intéressé, il vient nous parler et qu'on a un bon feeling, c'est mieux qu'un CV, que 15 sur 25 000 CV qu'on reçoit. Donc il y a aussi l'opportunité d'aller directement dans l'usine, via un sponsor, via un partenaire, via une association. C'est le meilleur moyen de le faire parce que nous, le nombre de personnes qu'on recrute aussi, moi personnellement, quand on les rencontre, on les voit intéressés, ils sont bien. C'est facile, entre guillemets, et puis il n'y a pas de surprise, donc c'est aussi quelque chose. Et on prend beaucoup de. Encore une fois, le budget, c'est pas toujours un problème. Si quelqu'un est bien et qu'on sent qu'il y a des possibilités, on va donner l'opportunité. Donc, pas de problème. Merci. Oui. Vous travaillez dans le partenariat. Est-ce que vous pensez que parfois le surplus de sponsors, comme un peu dans McLaren, ou carrément des équipes interchangeables, est-ce que ça va un peu trop loin ou pas vraiment un peu trop loin? C'est une bonne question. Personnellement, après, je ne suis pas trop fan de ce que fait McLaren. De changer, en fait, c'est parce que ce qui est important, c'est d'être consistant, d'être constant dans la manière de travailler, de son produit. Donc déjà, nous, on a beaucoup de difficultés avec la voiture qui est rose, alors c'est sur le parcours qui est bleu. Alors McLaren qui change de sponsor titre à toutes les courses, c'est une grosse logistique, il n'y a pas à se tromper. Après, on se perd un peu aussi dans le message. Je crois qu'ils ont 48 sponsors, quelque chose comme ça, qui est super compliqué à gérer aussi tous les jours. Donc après, beaucoup sont directement des connaissances de Zak Brown, qui est le CEO de McLaren. Et donc en fait, il les ramène, donc c'est assez facile, mais déjà le travail en fait de ramener 10 petits sponsors ou un gros, c'est beaucoup plus compliqué d'en ramener 10 petits. Donc nous on essaye de faire, qui est compliqué, et on n'a pas la prétention de dire qu'on y arrive, mais c'est de ramener des gros sponsors, d'en ramener une dizaine de gros, de les gérer comme ça, et ensuite de travailler autour. Donc quand on voit par exemple sur la voiture, encore une fois, quand on compare à McLaren, on n'a pas énormément de sponsors dessus. On ne les voit pas tous, mais on n'en a pas énormément comparé à des McLaren ou
même des Mercedes, au final, ou Red Bull, après, c'est différent parce qu'ils sont tous gros. C'est pas comme McLaren. Donc, c'est pour ça aussi, un Red Bull, par exemple, a une approche complètement différente, qui est assez intéressante. Ils ont une branche partenariat technique. Ils vont avoir à peu près une quinzaine de partenaires qui vont être uniquement techniques et qui vont, même sans publicité, qui vont juste aider à développer la voiture. Il va y avoir des partenaires qui vont être monétaires comme Oracle, Bybit, enfin, un crypto, des choses comme ça. Et après, ils vont avoir du lifestyle parce que ça correspond à la marque Red Bull. Ils vont diviser les partenariats comme ça. Et après, ils vont se dire, on prend 15 dans chaque branche. Et une fois qu'on a 15, on arrête et puis on renouvelle une fois tous les 5 ans. Donc, chacun, en fait, sa stratégie en fonction aussi de ses besoins, de ce qu'il peut faire. Quand on est Red Bull, on n'a pas, encore une fois, ou Mercedes, c'est pas pareil que quand on est Haas ou Williams. Donc, chacun essaye de faire comme il peut. Et Alfa Romeo a une approche un peu comme McLaren, d'avoir beaucoup de petits, de mettre plein de tokens partout. Mais enfin, je trouve que le message se perd un petit peu et ça n'a pas le même impact que ce que peut faire Red Bull ou de ce qu'on essaie de faire. Ouais, je vais pas aller voir, pardon. Quand on est sur le sponsor, du coup, est-ce que vos sponsors, en tant qu'écurie française avec deux pilotes français, ils ont un moyen de pression, mais est-ce qu'ils vous donnent un peu envie et est-ce qu'ils vous forcent un petit peu, entre guillemets, à militer pour le Tour du Grand Prix de France, par exemple, ou d'autres événements en France qui pourraient du coup les intéresser en tant que sponsor? Alors, on a, justement, c'est un peu, enfin, pour ce que je fais moi, un problème, en fait, qu'on soit très français. Je suis français, donc je peux le dire. En Angleterre, c'est ce que je le dis tout le temps, c'est qu'on est trop français, en fait. Et quand on regarde, on n'a quasiment aucun sponsor français aujourd'hui. À part les monstres, Belenos, sinon personne n'est français. Donc, quand on vient en Formule 1, c'est pour être global, pour être international. Et si on veut juste être français, il faut sponsoriser le Tour de France ou Roland Garros, et pas la Formule 1. Donc, c'est pour ça aussi qu'on essaye de mettre en avant notre deuxième pilote qui est australien, Jack Doohan, de mettre en avant Otmar qui est américain, enfin voilà, d'essayer de montrer autre chose que la France. Et c'est aussi notre nouveau directeur des partenariats qui est très franco-français, qui est basé à Paris, donc qui lui a cette bulle un peu française, mais nous en Angleterre, on essaie un petit peu de sortir justement de ça et de mettre le côté français, les partenaires français sur l'endurance et de mettre le côté international un petit peu plus sur la Formule 1. Mais aujourd'hui, ils ne demandent pas plus de France, le partenaire, ils demandent un peu moins de France, pour être honnête. Donc c'est pour ça qu'on les rabat un petit peu aussi sur l'endurance, avec les 24 heures du Mans, au final, qui est la course la plus intéressante pour la France. Mais le Grand Prix de France, on ne pas trop, parce qu'après, il y a la Belgique, à Barcelone. Donc c'est pas en France, mais enfin, c'est très proche, on va dire géographiquement. Mais je pense qu'ils ont assez de. Après, on prend des alpines, on va souvent au Castellet aussi faire des tests avec des alpines, avec des choses comme ça pour le ramener. Donc il y a ce qu'il faut pour le moment côté français. Et à Monaco aussi. Ouais. C'est une bonne question. Enfin, après, j'ai en dessous de moi, donc aujourd'hui, j'ai 4 personnes qui m'aident. Donc, on va dire, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, concrètement, je ne fais pas grand-chose. C'est juste, je dis aux gens ce qu'il faut faire et comment organiser les choses. Donc, c'est le plus important, c'est parce qu'il y a plein de demandes qui arrivent, donc c'est tout centralisé et de comprendre à qui donner quoi et les bonnes choses pour que ça se fasse. Donc, c'est de comprendre, en fait, tout simplement le fonctionnement de l'équipe en interne. Et c'est vraiment du dispatch, en fait. C'est quelqu'un disait la clé de voûte, en fait, c'est le point central, de prendre toutes les informations, de les redistribuer, et une fois que ça a été fait, de les repasser aux personnes. Donc, et c'est, par exemple, tout ce qui est hospitalité, enfin, recevoir les gens, enfin, je suis pas très bon là-dedans, donc c'est quelqu'un qui va le faire dans mon équipe. Après, il va avoir tout ce qui est renouveler les contrats, enfin, ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire, donc je le fais. Donc après, c'est assez, encore une fois, facile de s'adapter et de comprendre. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est quand les ingénieurs ont vraiment une tâche spécifique sur une pièce spécifique, mais quand on travaille sur des activités un petit peu plus annexes, en Formule 1, c'est possible de faire énormément de choses. Donc, mais c'est en fait un partenariat, quand on le prend du début à la fin, en fait, on passe partout, on passe par de la comptabilité, des achats, de la logistique, de la renégociation, du business pur, à travailler aussi avec Renault, parce que beaucoup de partenaires sont là pour faire du business aussi avec Renault, l'entité Renault. Donc, c'est connecter aussi les personnes. Donc, on va dire que c'est vraiment un travail d'entremetteur, de mettre les personnes ensemble et puis d'être sûr que ça se passe bien. En fait. C'est plus ça si je peux simplifier de manière.
Vous avez mentionné Bybit et Oracle. Mhm. Et je me demandais, parce que ça avait peut-être pas créé une polémique, mais au moins un débat, est-ce que des sponsors comme ceux-ci, qui sont des plateformes d'échange de crypto-monnaies, je pense aussi à Stake, à Farbio, est-ce qu'il y a une éthique à avoir sur les sponsors qu'on choisit, ou est-ce que tous les sponsors sont bons à prendre tant que derrière il y a une certaine somme Non, non, pas du tout. Il y a une grosse éthique, un gros process de sélection. Maintenant, on passe avec le process, qu'on appelle Ethic and Compliance de chez Renault. Donc, on va faire une étude complète, déjà des fonds, d'où est basée la société, comment est-ce qu'ils sont payés. On dit non à peut-être 5 ou 6 sponsors par mois. Et parce que c'est plus en fait dommageable d'avoir un sponsor avec une mauvaise image qui va nous rapporter quelques millions pour la marque au global. Donc on est très très sélectif, et puis encore une fois, on ne va pas choisir n'importe qui, n'importe quoi. Donc il y a aussi par exemple tout ce qui est tabac maintenant, comme Mission Winnow chez Ferrari, qui a été complètement interdit. Tout ce qui est alcool non plus, on ne peut pas. Tout ce qui est crypto, on fait aussi super attention. On a beaucoup de partenaires qui veulent venir, mais c'est basé aux Bermudes, qui repassent par les îles Caïmans. Donc ça, c'est pas possible. Donc non, c'est très très sélectif. Ça n'était pas dans les années 80-90, mais maintenant, toutes les marques, par exemple Mercedes était en partenariat avec une usine, avec une société de construction en Angleterre, qui a en fait faisait partie d'un gros scandale avec Annie Brûlé, là. Et le cours en bourse de Mercedes, pour être associé à ça, avait chuté, je crois, de 15%. Donc après, ça remonte, mais c'est super dommageable, donc il faut faire très très attention à comment on choisit les partenaires. Oui. L'année prochaine, je vais faire un jeu de diplôme en Angleterre en aérodynamique. Ce n'est pas une grosse université, est-ce que vous savez si vous... En Angleterre, oui, parce qu'on a des recruteurs en fait, qui font le tour des universités. Et après, rien que d'avoir la F1 est très anglaise. C'est très, par exemple, tous les 8 sur 10 des teams sont basés à 20 km de distance, c'est ce qu'on appelle la Motorsport Valley. Et donc, en fait, rien d'avoir une expérience en Angleterre, Stanford ou. Ok. D'accord, je ne la connais pas personnellement. C'est une petite université, c'est pour ça que je oui, d'être en Angleterre, et puis après, c'est aussi l'opportunité d'aller. Même d'aller regarder un petit peu autour, de parler à des gens qui connaissent quelqu'un. En fait, l'Angleterre aussi, c'est un petit pays. C'est pas comme la France qui est avec plusieurs grandes villes. Donc, c'est très facile de connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un. Donc, c'est aussi, encore une fois, être curieux et puis parler aux gens. Mais aller en Angleterre, c'est pas le pays qui fait. Le temps n'est pas qu'à Paris. On dit souvent qu'il pleut beaucoup, mais c'est quand même à Paris. Donc, c'est aussi une bonne expérience, je pense, d'aller faire un double diplôme ou une expérience en Angleterre. Comment se déroule un week-end de course type pour vous? Donc en général, on arrive le mardi soir. Le mercredi, on commence au circuit pour tout mettre en place. Parce que en fait, on est en Europe, on ramène le gros motorhome. Quand on est sur les courses en dehors de l'Europe, il y a des motos, des préfabriqués en fait pour tout le monde. Donc il faut installer les bureaux, installer les mécaniques, installer tout le garage. Ensuite, c'est commencer à faire les premiers repérages, à faire des réunions, voir comment on va se passer le week-end. Ensuite, le jeudi, c'est le jour média. Donc, il y a tous les partenaires, tous les médias, les pilotes qui vont d'un média à un autre. Donc, là aussi, on fait pas mal de rendez-vous, de préparation, quand ils signent tout ce qui est toutes les merchandise, les photos, les vidéos qu'on prenne. Donc, ça, c'est vraiment une journée partenaire, on va dire, et préparation, plus visibilité. Ensuite, vendredi, il y a les premiers essais, donc FP1, FP2. Donc là, on accueille aussi les premiers invités, les partenaires techniques, les personnes comme ça, pour qu'ils voient comment ça fonctionne. Et samedi, qualification. Et dimanche, la course. Et après, on repart en général, soit le dimanche soir ou le lundi matin. Même quand il n'y a pas de course, en fait, il se passe beaucoup de choses sur le circuit à partir du mercredi jusqu'au dimanche. D'autres questions? Ouais. Moi, j'aurais deux questions complètement différentes. La première, c'est le stress. Vous êtes dans une entreprise qui est méga médiatisée, dans un secteur qui est ultra méga médiatisé. Netflix nous a tous mis dedans. Comment est-ce que pour vous, c'est juste votre boulot, ou est-ce qu'il y a une gestion du stress? Est-ce que vous êtes même suivi par des professionnels qui vous aident, je ne sais pas, pour gérer ça?
En fait, il y a un peu des deux. Enfin, c'est notre boulot, donc on fait plus trop attention. Enfin, c'est un exemple. En fait, j'habite à un côté où il y a tous les pilotes, parce que tout le monde habite au même endroit. Et puis, j'étais parti manger une pizza et j'ai vu Daniel Ricciardo. J'étais avec un de mes copains. Et puis, hop, là, c'est Daniel. Et puis, il était comme un fou. Et puis, on s'est dit bonjour. Enfin, là, c'est juste. Donc, c'est en fait, on voit les gens. Enfin, pour nous, c'est des collègues, en fait, tout simplement. Donc, c'est un peu banalisé. Mais on a toujours ce côté stress, pas pour les médias, mais par la vitesse, en fait, de tout ce qui se passe à F1. Et tout peut aller très vite, hein, comme on l'a vu en Australie, pendant 50 tours, on était super contents, et en 10 secondes, tout le monde était dépité. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que une demi-heure après, tout le monde est parlé, ok, on verra Bakou. Donc en fait, on passe vite à autre chose et on est suivi. Bah, on a des coachs en fait qui nous aident pour les jet lag. Enfin, c'est tout bête, mais pour savoir quand dormir dans l'avion, on a une réunion avant de partir, avant de revenir, pour dire ok, dormez là, faut manger ci, faut manger ça. Donc en voyageant tout le temps, honnêtement, première année, j'ai pris un petit repère perdu, mais en fait, c'est vraiment, surtout, ils essayent de nous aider parce que on n'a pas le temps de faire, en fait, entre les différents voyages, entre les réunions, ça change tellement vite, on n'a pas le temps de faire des choses, entre guillemets, basiques. Donc, c'est pas vraiment pour le stress, mais je pense qu'encore une fois, les personnes qui sont stressées, d'eux-mêmes, ils ne peuvent pas tenir le rythme. Donc, il faut être bâti, entre guillemets, comme ça, dès le début. Mais on a quand même de l'aide sur tous les aspects. Gros mental. Et pour revenir à l'IPSA, peut-être aussi, ouais. Parce qu'il n'y a pas eu trop de questions là-dessus. Mais est-ce que vous étiez dans une asso à l'IPSA, et si oui, laquelle, et si elle vous a apporté des choses que vous utilisez encore aujourd'hui? Et au-delà de l'asso, qu'est-ce que l'IPSA, qu'est-ce que vous gardez en tête de l'IPSA et qu'est-ce que vous utilisez aujourd'hui? Ouais. Alors déjà pour la deuxième partie, pour l'IPSA, oui, c'était. Donc moi j'ai fait l'option MLI, encore une fois, si je suis chez Alpine aujourd'hui, c'est grâce justement à cette option. Parce que c'est ce côté ingénierie et on va dire business, marketing, management, project management qui est très recherché. Et si j'avais pas fait ça, en fait, si j'avais fait une autre école d'ingénieur, je suis sûr et certain que j'aurais été catalogué en tant qu'ingénieur ou une école de commerce ou en tant que quelqu'un qui fait du marketing, mais pas les deux. Et ça, aujourd'hui, je peux être sûr à 100% que c'est ce à quoi il me le dit tout le temps en entretien et pour les prochaines et les anciennes opportunités, c'est que c'est ce double diplôme, pas vraiment double diplôme, mais cette double expérience et double connaissance qui a été très bénéfique. Après, je ne fais pas de pub pour Amélie, mais je sais, je ne sais pas si M. Lefebvre est toujours là. Voilà, par exemple, parce que ce qu'il apprend, c'est peut-être une des seules choses encore que je fais aujourd'hui et que, dans mon métier, des choses qu'il m'a appris sur la finance, sur comment une société fonctionne, sur comment un département fonctionne. Et ça, en fait, c'est une expérience que ça fait 6 ou 7 ans, il m'en souvient encore. Donc, et la même chose, quand j'ai fait les cours, je ne me souviens plus, sur tout ce qui est fibres de carbone. Aujourd'hui, on l'applique sur les voitures et c'est exactement ce qu'ils font. Donc, en fait, on s'en rend pas tout le temps compte parce que c'est très théorique. Après, je ne fais pas du tout d'électronique de puissance, mais ceux qui en font F1, c'est quelque chose qu'ils font. Donc, on est très bien préparé, je pense, à ça. Justement, on a l'impression que c'est très, très théorique. Mais quand on est en F1, on arrive en aéronautique, on fait beaucoup de théorie également. C'est pas que de la pratique. Donc, cette préparation a été très, très importante. Et je ne regrette pas du tout mon choix côté IPSA. Et je sais qu'en France, je pense que Estaca et IPSA, c'est les deux qui ont le plus de chance, en tout cas pour arriver en F1 ou en sport auto aujourd'hui. Et les seuls Français qui sont chez nous et puis même dans d'autres teams, ils ont fait soit l'Estaca ou soit en Angleterre en tout cas, soit l'Estaca, soit IPSA. Et pour l'association, j'étais dans une asso, mais ça ne va pas du tout aider, c'est le BDA, donc rien à voir. Mais des fois, il faut aussi un peu se relaxer, il n'y a pas que les études et puis et l'ingénierie. Après, comme je dis, c'est aussi une manière d'être. Et je pense que l'association et le BDA, moi c'est comme ça que je l'ai vu, c'est qu'il veut aussi faire autre chose que l'ingénierie ou les projets. On peut être passionné comme j'étais, mais faire quelque chose de complètement différent, comme du sport, water polo, tennis, ou musique, ou DJ, ça aide aussi un petit peu à se recentrer après. Parce que je vois beaucoup aujourd'hui, c'est que si on pense F1, on fait que de la F1, tout le temps on ne tient pas, donc c'est important, même si on a une semaine très chargée, dès qu'on rentre, c'est de poser son ordinateur, poser son téléphone, aller courir, aller à un concert, faire quelque chose. Donc, on va dire, c'est aussi intéressant de compartimenter les choses.
et de ne pas avoir peur aussi de ne pas faire à 100%, enfin c'est peut-être pas désolé de dire 100% les études ou ça, mais de trouver au moins 1 heure ou 2 heures par semaine pour complètement sortir la tête et essayer de se recentrer aussi après quand on reprend et être à 100% sur ce qu'on va faire. Voilà. Oui. C'est une question sur l'UPSA, j'espère. Non. Ah, techniquement, si, mais c'est plus vous concernant. Est-ce que vous avez eu du mal à avoir de l'expérience avant votre diplôme dans le sport automobile? Je m'explique. Personnellement, moi, ce que j'ai eu l'occasion de faire, c'est un peu d'argent, c'est de me rendre directement sur place, par exemple dans les locaux de l'équipe de Formule 4, de Formule 3, de Formule 2. Bon, ils ne sont pas tous très, très proches, il y en a qui sont au Mans, il y en a qui sont dans le championnat de la France, etc. Alors, ils étaient très contents de me voir, mais à chaque fois, ils me disaient, bah, en fait, t'es trop jeune, t'es pas assez diplômé, etc. Et mon sourire ne suffisait pas pour essayer d'avoir un stage. Est-ce que vous avez eu du mal à trouver un stage dans le monde du sport automobile avant votre diplôme ou pour finaliser votre diplôme? Ben, je suis peut-être tombé au bon moment parce que chez le sport, en fait, j'ai appelé, ils m'ont dit oui, donc j'ai eu beaucoup de chance aussi. Mais après, c'est pareil, il faut. Le sourire se fait pas, je suis d'accord, mais c'est le timing, il faut arriver au bon moment. Après, si je peux donner un conseil au niveau du timing, c'est février. Parce qu'en fait, la saison se finit, on est en avril. Mais c'est en plein milieu de la saison, en fait, les budgets sont faits, ils sont en plein dans le jus et compagnie, ils ne vont pas en fait intégrer quelqu'un pour pas griffer la machine, mais tout roule, les compagnies sont de course en course, c'est un planning assez serré. Donc en fait, c'est soit fin de saison, ou alors février, où la saison recommence, c'est le moment où ça peut aller, mais il faut persévérer, honnêtement, il faut continuer. C'est pareil, avant d'avoir le poste là chez Alpine, j'avais ma société, j'avais passé d'entretien chez Mercedes, j'en ai fait chez McLaren. Si on a un but, après, ça arrive jamais tout pris dans le bec. Donc il faut juste persévérer, et puis au bout d'un moment, ça fonctionne. Après, ce qui fonctionne bien aussi, c'est qu'il y a des gens qui sont souvent sur LinkedIn, donc c'est d'être connecté, de parler un petit peu, parce que ça marche beaucoup au bouche à oreille. Donc voilà, c'est réseauter un maximum. Par exemple, il y a ce qui s'appelle Black Book Motorsports qui font des conférences, des choses comme ça. Il y a aussi, il y en a quelques-uns en fait, des conférences dans le sport auto qui expliquent aussi la vie en F1. Il y a des choses, des salons, même Viva Technologie, qui est complètement hors F1. Mais vu que c'est à la pointe de la technologie, des performances, il y a beaucoup de personnes de la F1 qui y vont, qui donnent des conférences. Donc c'est de les prendre à la fin de leur speed, d'aller leur parler. C'est ce que je faisais en fait. On allait voir des conférences parce que ça m'intéressait. Et puis on croisait des gens, on envoyait. Et puis après, c'est que du réseau. Et c'est comme ça que ça se passe. Parce que les offres, par exemple, qu'on voit sur LinkedIn, il y a peut-être une qui est parue pour 10 postes. Je sais que des fois, on a besoin de quelqu'un. Je ne sais pas, je sais exactement qui je veux parce que j'ai besoin de d'offre. Je vais parler, si ça t'intéresse. Je dis oui, on signe le contrat et c'est fini. Donc c'est vraiment connaître les gens, réseauter. Et, donc c'est le plus important. Il faut continuer, ça c'est une très bonne. Ça coûte de l'argent, ça prend du temps, mais c'est une bonne stratégie. Au bout d'un moment, ils vont en avoir marre, ils vont dire oui. D'autres questions? Okay. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.